Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à cette tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. L'actualité nationale reste marquée par donc, la commémoration du 66e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Qu'est devenu le Bénin 66 ans après? Quelles sont les avancées, les pistes d'amélioration et les perspectives? Nous en parlerons bien évidemment avec notre invité d'aujourd'hui. Son nom d'ailleurs résonne. Oui, quand vous entendrez justement ce nom, vous vous rappellerez des choses. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Monsieur l'ambassadeur Moïse Kando Kérékou est avec nous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Très bien. Vous êtes acteur politique, responsable de partis politiques, les Patriotes, justement. Et nous allons opiner dans le domaine politique et nous parlerons économie, puisque c'est une question également qui vous tient énormément à cœur. Et pourquoi pas, nous parlerons de diplomatie. Ces différentes composantes ne sont pas donc indifférentes. Vous n'êtes pas indifférent donc à ces différentes composantes. Mais déjà, nous avons célébré le 1er août dernier le 66e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Quelle est l'opportunité d'une fête de l'indépendance? Un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour acquérir de hautes luttes cette indépendance et la reconnaissance de notre jeune État d'alors à la souveraineté internationale. Un devoir de mémoire parce que plus tard, lorsque notre pays a accédé à l'indépendance, des Béninois se sont battus et se sont sacrifiés pour que les États fragiles qu'ils ont hérités de la colonisation puissent continuer à exister pour en faire des États-nations. Donc c'est d'abord un devoir de mémoire. Et c'est tout le sens d'ailleurs du dépôt de gerbe du président de la République ou des présidents de la République avant chaque défilé militaire pour rendre hommage à tous les Dahoméens et Dahoméennes d'hier et à tous les Béninois et Béninoises qui se sont dévoués, qui se sont engagés, qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, non seulement pour la cession de notre pays à la souveraineté internationale, mais également pour la construction de ce pays-là. C'est aussi un moment de réflexion collective. Cette réflexion-là est utile et légitime et nous permet de faire le point, nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis 1960, ça fait quand même 66 ans. Tout à fait. Et nous interroger sur le Bénin que nous voulons léguer à nos générations futures, aux générations futures. Et donc, il faut avoir toujours à l'esprit, lorsque nous célébrons la fête de l'indépendance, que le travail de construction doit être au quotidien, permanent. C'est une tâche à laquelle doivent s'atteler tous les Béninois, tous les jours. Les questions d'unité nationale, de cohésion nationale, de stabilité politique et institutionnelle, de paix, de justice nationale, sont des questions non négociables et des questions qui doivent être discutées et à la portée de tous les Béninois. Je regrette profondément
qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de débats de fond et que cette célébration se limite seulement au défilé militaire. En plus, un défilé militaire. Alors que cette célébration... un défilé civil aussi, c'est ça? Cette célébration est d'abord républicaine. La célébration de la fête nationale est une célébration de la République. Or, cette République n'est pas seulement composée de militaires. Il ne s'agit pas d'un seul corps, mais de plusieurs corps. Mais où sont les civils? Depuis le renouveau démocratique, les civils ne participent plus au défilé. Moi, j'ai souvenance. C'est un regret. Moi, j'ai souvenance qu'à l'époque, j'étais encore, c'est vrai, encore adolescent, mais pendant la Révolution, les civils participaient. Et de tous les départements, de tous les corps constitués, de toutes les corporations au défilé du 1er août. Je pense qu'il faut qu'on repense notre défilé et cette célébration en y ajoutant lors du défilé donc la participation des civils qui font partie de la République et en y ajoutant aussi des débats de fond lors des soirées à la télévision nationale. Très bien. Ça fait partie de la festivité. Donc il ne s'agira pas seulement de jouer au football les après-midi ou de participer à des spectacles. C'est bien aussi pour la jeunesse. Mais il y a cette partie réflexion qui n'est pas encore là. Donc, devoir de moment plus réflexion, moment de réflexion de toute la nation. Il y a quand même le volet civil. Très souvent, le défilé civil, on le voit dans les différentes communes, les communes qui organisent. Mais vous le voulez au niveau national. C'est bien ça. Pourquoi pas? Très bien. Voilà. On parlait de l'opportunité donc de la fête de l'indépendance. Vous qui avez voyagé, qui connaissez un peu la diaspora, comment on se sent quand on est béninois vivant à l'extérieur du pays quand il y a cette période qui arrive? C'est d'abord un moment de fierté nationale. C'est également un moment de rappel de l'histoire. Très bien. Et c'est aussi un moment de réflexion sur le futur, sur l'avenir. Et j'apprécie les discours, les différents discours, les messages d'unité nationale, de cohésion nationale, de discipline, de paix que les acteurs politiques envoient. Mais comme je le dis, il faudrait aller un peu plus loin au-delà de cette célébration parce que la stabilité du pays, la croissance économique, le développement est une affaire de tous les jours. Donc ça ne devrait pas seulement être ce jour-là seulement qu'on y pense, mais ça doit être une affaire de tous les jours. Voilà. Il y a, vous parliez de l'unité nationale. C'est le premier défilé quand même sous la présidence de Romuald Wadagni. On a vu les anciens présidents, sauf le président Nicéphore Dieudonné Soglo, pour des raisons sanitaires qui n'étaient pas là. On a tout fait quand même, certains observateurs ont beaucoup plus mis l'accent sur les empreintes de l'unité nationale, ce défilé, ou cette commémoration sous l'empreinte de l'unité nationale. Est-ce qu'aujourd'hui l'unité nationale est vraiment présente dans notre quotidien au Bénin? Je voudrais d'abord profiter de votre tribune pour souhaiter un prompt rétablissement au président Dieudonné Soglo, qui est quand même une icône dans le paysage politique béninois et régional et même sous-continental, pour ne pas dire international. Voilà. Je voudrais également dire que c'est un baptême de feu pour le nouveau président élu. Vous avez raison, c'est sa première participation et j'ai beaucoup admiré sa posture,
digne d'un chef, et aussi l'élégance de la première dame. Hein. On oublie souvent les premières dames, alors que, vous le savez, vous connaissez cet adage populaire qui dit que derrière tout grand homme, il y a toujours une grande femme. Et je voudrais les saluer. L'unité nationale est une question diversement appréciée. Hein? Ça dépend de la position dans laquelle nous sommes. Mais je pense qu'aujourd'hui, après 66 ans, nous avions dépassé ces clivages ethniques et aussi partisans. Nous pouvons être fiers que cette unité nationale, elle est effective. Toutefois, il faut la considérer comme un processus dynamique. On ne peut pas se coucher sur nos lauriers et dire, bon, l'unité nationale est déjà faite, passons à autre chose. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir comme une belle fleur. Il faut l'entretenir comme un joyau. Et chaque jour, nous devons aller vers la décrispation du climat sociopolitique. Du climat sociopolitique. Nous devons aller vers l'inclusion, vers la prise en compte de toutes les sensibilités politiques. Nous devons aller vers la réconciliation nationale, le dialogue politique. C'est toutes ces choses-là, vous voyez, qui renforcent l'unité nationale et cimentent définitivement la cohésion nationale. Et c'est ces choses-là aussi qu'il faut laisser aux générations de demain. Il y a de ces éléments qualitatifs que nous ne voyons pas souvent. Parce qu'aujourd'hui, dans les discours, dans les points ou dans les évaluations, nous avons tendance à plus parler des éléments quantitatifs, de la croissance, des indicateurs macroéconomiques. Mais il y a de ces éléments qualitatifs qui sont très importants également pour le développement d'une nation. La question de la sécurité, elle n'est pas mesurable. Et nous avons parlé de la réconciliation nationale, c'est des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont indispensables et qui représentent aujourd'hui des enjeux essentiels. Très bien. Et déjà, venons-en à ce bilan qu'on pourrait faire. On ne pourra pas le faire de façon exhaustive, donc explorer toutes les composantes, mais au plan de la gouvernance, le Bénin 66 ans après, quel est le regard que vous jetez justement sur l'avancée que nous avons connue tout au long donc, de ces 66 ans au plan de la gouvernance? Je salue ces avancées. La bonne gouvernance est une réalité. Nous connaissons une amélioration de nos infrastructures, une performance de l'administration. Je pense à la dématérialisation des actes, de certains actes administratifs. Je pense à la numérisation des services publics. J'apprécie aussi le renforcement de la sécurité, même si au niveau de la défense de nos territoires, il y a encore matière à faire et à dire avec les avancées du terrorisme dans la partie nord-ouest du Bénin. Et il faut aussi noter une meilleure gestion de nos finances publiques. Mais vous voyez, tout cela doit pouvoir être traduit dans le quotidien des populations. Et ce que les populations attendent de cette bonne gouvernance, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat, l'accroissement du panier de la ménagère, plus de justice sociale, une qualité des services publics, l'accès à l'emploi, à l'éducation, à l'eau, aux soins, etc. Donc la gouvernance, pour ma part, ne doit pas seulement être mesurée d'un point de vue ou de par les performances administratives, mais également par des éléments qualitatifs dont je vous parlais tout à l'heure, notamment la
justice sociale, l'inclusion, la participation des citoyens à la chose politique. Chaque citoyen veut être respecté et veut participer au débat politique et au destin national. C'est tout à fait légitime. La confiance entre les institutions et les citoyens et également la prise en compte des sensibilités politiques, le pluralisme, la démocratie. Voilà des éléments constitutifs d'une bonne gouvernance dans un État. Y compris aussi la liberté de la presse. Vous y pensez. Voilà. Est-ce que justement ces différentes composantes que vous avez citées, qui viennent renforcer voilà, la bonne gouvernance ou qui sont des indicateurs importants dans l'appréciation d'une bonne gouvernance, est-ce que ces éléments aujourd'hui sont-ils fragiles ou sont bien présents? C'est un processus dynamique, ce n'est pas statique, c'est une construction de tous les jours, allant du renforcement à la consolidation. Nous avons fait un bout de chemin quand même appréciable à travers la réalisation d'un certain nombre de réformes. Oui. Il faut juste souhaiter que cela continue, mais tout en prenant en compte les aspirations légitimes des citoyens. Il faut faire ces réformes avec les citoyens et non en dehors des citoyens. Parce que, somme toute, ces réformes sont destinées à qui? Quand le pays va mieux et va bien, c'est pour qui? C'est d'abord pour les citoyens. C'est la population qui est l'élément, à mon avis, le plus important, l'élément constitutif d'un État le plus important. Tous les autres sont secondaires. Sans population, il n'y a pas État et il n'y a pas République. Tout à fait. Très bien. Le paysage politique, notamment depuis quelques années, est plus en plus assaini. C'est vrai, vous aviez fait cas du pluralisme, parce que c'était quand même l'un des objectifs dédiés après donc, la conférence nationale et tout ceci. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec moins d'une quinzaine à peu près de partis politiques. Est-ce que sur le plan politique, on peut se réjouir, 66 ans après l'indépendance, que le Bénin a fait du chemin? Forcément, le Bénin a fait du chemin. Les réformes politiques ont permis une solidité de notre paysage politique et également une meilleure lisibilité des forces en présence. C'est quelque chose qu'il faut indubitablement saluer. En revanche, ces réformes-là ont considérablement réduit l'offre politique et la possibilité donnée aux citoyens de faire des choix entre plusieurs choix. Ce qui m'apparaît une contradiction avec le pluralisme, parce que quand on dit pluralisme, on entend pluriel. Et c'est pour cela qu'il faut penser à améliorer ces réformes. Vous savez que je suis un acteur politique, je suis un chef de mouvement politique, parce que notre parti n'a pas encore eu son récépissé. J'aime bien souvent donner le cas des pays comme le Maroc. 36, 37, 38 millions d'habitants, une monarchie constitutionnelle. Ce n'est pas une république, c'est une monarchie avec le roi. Il y a 36 partis politiques au Maroc. 36 partis politiques. Donc il y a pluralisme, malgré leur système politique. Et qu'est-ce qu'on demande aux partis? Est-ce qu'avec 15 partis politiques, il n'y a pas de pluralisme? Qu'est-ce qu'on demande aux partis politiques au Maroc? C'est qu'il faut que 300 membres fondateurs puissent faire une déclaration d'appartenance et que lors du congrès, on ait atteint le quorum
donc 151 membres. On ne demande même pas à ces 300 membres d'être présents. Mais ici, au Bénin, 15 millions d'habitants, une république, ça fait partie de l'une des raisons de rejet de notre dossier. On demande à ce que les 1150 membres fondateurs puissent être présents, sans qu'on ne se soucie des questions logistiques, des questions de mobilisation, de l'espace qui pourrait accueillir, même ces 1150, nous n'avions pas des salles, à moins de les inviter dans un stade ou bien à l'air libre, etc. Donc, vous voyez, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, je voudrais proposer et plaider pour un assouplissement et un allègement des formalités. De ces formalités-là pour permettre à des composantes, à des gens qui ont de la vision, qui ont des idées, qui veulent partager avec le peuple ce qu'ils pensent de la République et de l'État, qu'on puisse leur permettre de bien vouloir se constituer et puis de participer au débat politique. Très bien. Est-ce qu'on ne court pas le risque de tomber dans les travers d'hier où il y a une multitude de partis politiques, en réalité sans, par exemple, même siège, sans membres et tout cela? Est-ce qu'on ne court pas ce risque si on allège un peu les formalités? Non, on ne court pas ce risque puisque à l'époque, c'était seulement la loi qui n'était pas respectée. Il suffit juste de mettre des clauses, de dire que si vous n'avez pas un siège national, on vous retire votre participation, ou de maintenir la clause qui stipule que lorsque vous ne participez pas à 2 élections, votre récépissé devient caduc. Donc il y a toujours manière de bien vouloir, il y a toujours manière de trouver des astuces pour pouvoir réduire le nombre des partis. Mais je voudrais vous dire, ce qui réduit le nombre des partis, ce n'est pas les conditions de création, ce n'est pas les barrières à l'entrée commune. Ce qui réduit le nombre de partis, c'est le mode de scrutin qui réduit le nombre de partis. Donc, lorsque vous choisissez un scrutin uninominal, ou la proportionnelle, ou la majoritaire, vous pouvez naturellement déjà réduire le nombre de partis. Je prends par exemple ce qui se fait au Royaume-Uni, c'est un mode de scrutin qui se dénomme des first past the post. Ça veut dire que quand vous devenez majoritaire dans une commune ou dans une région, dans une circonscription, vous raflez tous les sièges. Et vous voyez, ce mode de scrutin est de nature à amener les partis politiques à s'unir, à aller ensemble pour pouvoir rafler la majorité, les 51%. Donc, à travers le mode de scrutin, on aurait pu résoudre ces genres de choses-là. Il faut juste faire appel à des politologues, des sachants, des gens qui s'y connaissent, qui pourront donner leur avis et orienter également le débat ou ce genre d'équations-là qui constituent des casse-têtes pour les gouvernants. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut au-delà justement de ce que vous avez évoqué comme des pistes d'amélioration quand on regarde aujourd'hui l'univers politique au Bénin? Est-ce qu'il y a des perspectives heureuses? Oui, il y a des perspectives heureuses. Moi, je suis optimiste. Et je considère tout d'un point de vue comme des expériences vécues. On ne perd jamais. C'est toujours des expériences et in fine, on finit par gagner. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un temps, quand vous faites une évaluation, quand vous faites le point de vos expériences, quand ce n'est pas bon, vous changez. On a eu un système socialiste, communiste, mais à la fin, on a fait le point. Tout à fait. Nous sommes aussi engagés sur la voie démocratique, nous sommes en train de faire le point. Ces réformes finiront par également passer le temps et nous ferons le point. Mais ce qu'il faut déjà établir et confirmer,
c'est que nous sommes en démocratie. Nous avons choisi le système démocratique. Et c'est un système qui dit, grosso modo, le pouvoir pour le peuple, par le peuple, à travers le peuple. Donc c'est très important que le peuple s'exprime. Il faut trouver le mécanisme à travers lequel toutes les sensibilités politiques tapies au sein du peuple arrivent à s'exprimer et encourager le pluralisme qui est la véritable essence, je peux dire le tégument et même la richesse de toute démocratie. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. En quoi le Sénat peut être d'un appui considérable? Vous savez que le 30 juillet dernier, on a installé le Sénat. La Cour constitutionnelle a procédé à la validation du règlement intérieur. Très bientôt, dans quelques jours seulement. Sinon, dans quelques heures, nous aurons donc le bureau également qui va pouvoir coordonner les choses au niveau de cette nouvelle institution. En quoi le Sénat peut quand même permettre, peut combler les attentes dont vous parliez justement? À coup sûr, le Sénat est l'installation du Sénat est un fait marquant. C'est incontestablement une évolution institutionnelle et participera à la stabilité institutionnelle de notre pays. Le bicamérisme est une nouvelle expérience que nous sommes en train de faire. Je vois qu'elle pourrait, par exemple, améliorer le débat public et politique, encourager le recul avant l'examen des lois. Nous avions vu tout ce qui s'est passé durant ces 10 ans lorsque la seule chambre à l'Assemblée avait le monopole de l'adoption et du vote des lois. Le bicaméralisme peut aussi renforcer la représentation des collectivités territoriales et même des autres corps constitués de la République. Mais plus que son instauration, c'est son utilité qu'il faut voir. Quelle est sa plus-value? Quelle est la valeur ajoutée que ce Sénat-là amène? Il ne doit pas être une vache à lait. Le Sénat ne doit pas être une vache à lait. Le Sénat ne doit pas encore en mettre dans la lourdeur institutionnelle. Si ça viendra alourdir le mécanisme de vote, d'adoption des lois, c'est pas la peine. Le Sénat doit pouvoir plutôt je veux dire, encourager un sain débat public et répondre effectivement aux aspirations des citoyens. Nous devons sentir qu'avec le Sénat, la démocratie a fait un bond, la bonne gouvernance a fait un bond à travers les contrôles parlementaires. Oui. Les contrôles parlementaires, c'est très important, il n'y en a pas eu. En tout cas, pas jusque-là. En fait, vous voulez parler de la récente mandature. Et aussi amener les gouvernants, notamment l'exécutif, à produire un travail de qualité. Donc, du moment où le Sénat participera à la qualité de la production législative, nous, le peuple, sommes obligés de l'accompagner. Vous savez que le volet qui vous concerne, le Sénat s'occupe de l'assainissement donc du paysage politique, l'univers politique, le respect de la trêve politique, un certain nombre de choses, alors que les politiques échappaient un peu à un certain nombre de choses. Le Sénat est également venu pour pouvoir quand même avoir son œil au niveau de l'univers politique. Vous, attaque politique. Oui.
à travers les lois organiques, nous saurons quelle sera l'étendue du pouvoir du Sénat. Mais il est très important de rappeler que le Sénat ne constitue pas une institution à elle seule ou à lui seul. Bon, le Sénat. Il constitue une seconde chambre de l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Donc, il y aura une diffusion, un partage équilibré du pouvoir entre le Sénat et le Parlement. Voilà. Et donc, moi, j'apprécie cet équilibre dans la production des tests législatifs, dans le recul dans l'examen de certains tests et dans la prise en compte des aspirations légitimes des citoyens qui n'ont pas toujours apprécié, compris ou bien reçu certains projets ou certaines propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale. Très bien. Est-ce que la présidence du Sénat, on doit faire attention à cela ou ce n'est pas important? Il faut faire attention à la présence de toutes les institutions. Faudrait-il le rappeler? L'exécutif aussi est là. L'exécutif exécute, le législatif légifère et le judiciaire juge. Donc, en tant que citoyen, en tant que peuple, population, nous devons participer, nous devons avoir un œil sur la production, sur le fonctionnement de nos institutions. Je parlais de la présidence. Je parlais de la présidence du Sénat. Oui, je dis qu'il faut l'étendre. On ne peut pas seulement réduire à la présidence du Sénat. Il faut l'étendre à toutes les institutions. Jean-Jacques Rousseau l'a dit et nous le rappelle. Seul le peuple est souverain. Tout à fait. Très bien. Allez, le volet économique 66 ans après, c'est vrai qu'au lendemain ou quelques années après la conférence nationale, la démocratie, on était en train de faire justement l'expérience de la démocratie, de la stabilité politique, au regard d'un certain nombre de choses du passé. De plus en plus, ces dernières années, on parle plus de développement, croissance économique, un certain nombre donc de questions qui ne vous sont pas étrangères. Le développement, la croissance économique, l'économie béninoise. Quel est le regard que vous jetez 66 ans après? Je trouve que l'économie n'a pas encore réalisé sa mutation. Il y a eu de très grandes avancées. Nous constatons une grande industrialisation de notre pays, bien évidemment pas à l'échelle des pays industrialisés, mais nous faisons notre petit bout de chemin avec la création d'une nouvelle zone industrielle après celle de Sémécraqué. Nous avons Glodjibé, la GDIZ, qui est plus grande, plus belle et avec une capacité logistique vraiment impressionnante. Nous saluons également la progression régulière de notre taux de croissance. Nous sommes entre 6 et 7%, même si nous n'avions pas encore atteint le taux de croissance à 2 chiffres. Je salue l'amélioration des infrastructures, l'investissement dans l'agriculture moderne, tous les efforts dans le sens de la numérisation des services publics. Donc, incontestablement, il y a une avancée de notre économie. Mais je dis, il faut qu'il y ait une grande mutation. Aujourd'hui, la croissance est encore tirée par les investissements publics. Elle n'est pas encore tirée par les investissements privés. Et donc, nous devons
faire cette transformation pour que le moteur du développement, le moteur de la croissance, soit plutôt par le secteur privé et non pas le secteur public. Que faire? Que faire? Eh bien, que faire? Il faut encourager les PME et les PMI, la création, il faut faciliter la création de ces petites et moyennes entreprises, et petites et moyennes industries. Il faut leur trouver de nouveaux marchés, il faut renforcer les investissements dans l'innovation, il faut réaliser également l'intégration régionale, parce que aujourd'hui ces PME et ces PMI évoluent dans un environnement avec 15 millions de consommateurs. Alors qu'on pourrait étendre. Eh bien, avec l'intégration régionale, nous sommes en train de parler de 450 millions de consommateurs. Ces PME et PMI n'ont pas encore accès au grand marché du Nigeria. C'est entre 230 et 250 millions de consommateurs. Nous avons donc d'énormes potentiels. Notre position géographique, les richesses de notre sous-sol, notre potentiel agricole avec la vallée de l'Ouémé, elle est énorme. Et il se fait que, naturellement, cette vallée se trouve à quelques kilomètres d'un grand marché qu'est celui du Nigeria. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faudrait mettre en synergie. Comme atout, nous avons la compétence de nos ressources humaines. Il faut juste un peu de vision dans ce sens, un peu de volonté politique. Et c'est pour ça, je pense que les prochaines années doivent être consacrées à l'indépendance économique. C'est déjà l'indépendance politique. Elle est acquise. Elle est acquise. Mais nous sommes encore subjugués par le poids des puissances économiques, l'indépendance intellectuelle, mentale et même spirituelle n'est pas encore une réalité. Et c'est pour cela, moi je vois, pour les 66 prochaines années à venir, parce qu'on a déjà fait 66. Tout à fait. On pourrait dire peut-être les 34 prochaines années pour le centenaire. Pour le centenaire, une réelle et véritable indépendance économique, intellectuelle, mentale et spirituelle. Est-ce que le secteur privé est prêt aujourd'hui à pouvoir conquérir justement cette sphère dont vous parlez? Parce que oui, l'État a une responsabilité, mais le secteur privé aussi, bien sûr. Oui, mais la plus grande responsabilité est celle de l'État. D'accord. Vous avez raison, le secteur privé a une responsabilité, on parlera donc de co-responsabilité, mais on n'invente pas la roue. Très bien. Partout dans le monde, et moi j'ai vécu ces expériences-là dans des pays où j'ai vécu, où le secteur privé était très dynamique, comme la Turquie. Comme la Turquie, l'État a toujours eu son rôle de catalyseur. L'État accompagne. L'État est toujours dans une position pour aider les acteurs économiques. Mais il faut que l'État comprenne déjà qu'il est limité et qu'il ne peut pas tout faire. Et vous voyez, quand certains chefs d'État voyagent, ils sont toujours entourés d'opérateurs économiques. Pourquoi? C'est pour ouvrir de nouveaux marchés à ces opérateurs-là, dans le cadre de la coopération économique avec le pays qu'on visite, pour augmenter le volume des échanges, accroître l'exportation, parce que les devises, l'accroissement des devises étrangères réside dans le pays, les exportations. Et donc, moi, je voudrais voir également cela ici, que lorsque le chef de l'État voyage, eh bien, qu'il puisse être accompagné de certains patrons de l'industrie et de certains talents, de jeunes talents, qui font déjà un gros effort dans
l'amélioration de la qualité des services ou des biens qu'ils offrent dans leur PME ou dans leur PMI. Très bien. Je constate que vous insistez beaucoup sur les PME et PMI. Pourquoi, alors qu'il y a de grandes entreprises aussi? J'insiste beaucoup parce que les PME, PMI constituent plus de 90% des entreprises. D'accord. J'insiste beaucoup parce que lorsqu'on parle de l'accès à l'emploi, c'est d'abord à travers les PME et les PMI. J'insiste beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu des expériences. J'ai été en contact avec des structures, des associations, aussi bien au Maroc, au Liban et en Turquie, de près de 5000 ou de plus de 5000 PME. PMI. L'association Tucson, par exemple, regroupe 150 000 entreprises, aussi bien PME, PMI, grandes industries confondues. Je suis confiant, je suis optimiste que les PME et les PMI connaîtront de très bons jours. C'est indispensable si nous voulons que dorénavant notre croissance soit tirée par le secteur privé. Le secteur public a déjà montré ses limites et il faut qu'elle se positionne en deuxième position et qu'elle apprenne ou qu'il apprenne maintenant à pousser et à seconder les PME et les PMI. Très bien. Parfait. Vous l'avez évoqué, vous savez, l'économie et la diplomatie, c'est pas loin. Notre diplomatie, surtout avec l'avènement du président Romuald Wadagni, il y a tout de même un certain nombre de visites que certains qualifient de stratégiques. D'abord le Nigeria, le Niger et puis les pays de l'AES. En dehors, c'est l'Union européenne à travers la Commission, un certain nombre. Comment vous qui êtes ambassadeur, dites-nous, comment appréciez-vous justement les premières descentes du président Romuald Wadagni? Vous savez, le président Wadagni, en plus de son portefeuille des finances et de l'économie, avait la coopération. Exactement. Était chargé de la coopération. Donc, certainement qu'il a compris les grandes dynamiques. Un pays comme le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Si nous voulons que notre pays prospère, si nous voulons accélérer la croissance, si nous voulons maintenir le même rythme de croissance qu'il a su imprimer à notre pays, il faut certainement faire avec de nouveaux partenariats stratégiques. Donc, je pense qu'il est dans ce sens-là. Il vient d'arriver. Il était important de rassurer donc les partenaires, de faire surtout la paix avec les pays avec lesquels nous étions en difficulté, et de rechercher de nouveaux mécanismes de financement de notre économie, parce que nous ne pouvons pas continuer ad vitam aeternam avec la dette. Notre taux de croissance est déjà élevé, 53%, c'est beaucoup. C'est-à-dire sur 100 francs que nous avons, 53 est de la dette. Il comprend bien ce qui se passe. Et c'est à juste titre d'ailleurs, si vous voyez, que nous avons un bon, nous sommes toujours quand même dans les normes. Ministre, nous sommes dans les normes, parce que quand on voit certains pays, on semble être inférieur. C'est ce que la macroéconomie nous dit. Mais terre à terre, quand vous avez 100 francs et que 53 francs est constitué de dettes que vous devez rembourser, vous me direz si vous êtes dans les normes ou pas. Je préfère avoir 100 francs et que la majorité de ces 100 francs, plus de 50 francs, soient consacrés à la dette. À moi, mais soient consacrés, oui, à la famille. Autrement dit, vous préférez avoir 100 francs et être endetté de 53 francs ou avoir 100 francs et être endetté de 43 francs, par exemple. C'est bien compris. Voilà.
Et donc, il faut saluer la présence à l'international du président de la République. Il est en train de donner, je vois qu'il donne à son mandat une impulsion diplomatique, une nouvelle impulsion diplomatique. Mais cette impulsion doit pouvoir être mesurable. Ces voyages présidentiels, il faut pouvoir les mesurer à travers la signature de nouveaux accords, à travers l'attraction de nouveaux investisseurs, à travers le financement de nos infrastructures et de l'agriculture moderne, à travers, voilà, nous parlons des PME et des PMI, à travers l'ouverture de nouveaux marchés à l'international, à ces PME et à ces PMI-là. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pourrons vraiment apprécier cette nouvelle impulsion diplomatique qu'il donne à son mandat. Nous pouvons lui faire confiance, il s'y connaît dans la coopération et je pense qu'il trouvera les meilleurs tuyaux pour pouvoir faire entendre la voix du Bénin à l'international. Nous en avons besoin pour notre sécurité, nous en avons besoin pour affermir notre souveraineté internationale. Très bien. Quelles sont les perspectives pour le Bénin aujourd'hui, 66 ans après? C'est vrai, nous avons commémoré à travers le défilé tout ceci, mais les perspectives pour le pays après 66 ans, au regard de tout ce que nous avons consenti comme effort, quelles sont les perspectives selon vous? Les perspectives sont nombreuses. Vous connaissez cette sagesse populaire qui nous enseigne que tant qu'il reste à faire, rien n'a été fait. La première perspective pour moi, c'est la consolidation de notre État-nation. Parce que avec cette nouvelle vague de terrorisme qui nous assaille et fragilise nos États, nous devons vraiment nous inquiéter pour notre État-nation. Nous devons également aller dans le sens de la réconciliation nationale. Nous sommes tous fils et filles de ce pays et chaque citoyen veut être respecté dans sa dignité et veut pouvoir contribuer à la construction de son pays et au destin national. Nous devons aussi continuer à favoriser le dialogue national, à ouvrir le débat à toutes les sensibilités politiques de notre pays, parce que nous avions fait le choix d'un système, personne ne nous a forcé à faire ce choix-là. En 90, nous avions dit, nous avions fini avec, nous ne voulons plus d'un régime marxiste, d'un parti unique, d'un parti dictatorial, donc nous voulons aller vers la démocratie, pluralisme politique. Et ce pluralisme veut que nous puissions tenir compte de toutes ces sensibilités-là. Nous devons aussi penser à l'inclusion. Pour le moment, il y a encore des franges importantes de la population qui ne participent ni au débat public, ni à la vie économique de notre pays. Quand je pense aux femmes, par exemple, je pensais à plus d'inclusion des femmes, les microfinances. Bon, il y a tout de même eu beaucoup d'avancées. Oui, les femmes ont l'autonomisation, les sphères de prise de décision. Bien sûr, mais puisque vous parlez de perspective, tout à fait. Elle constitue 52 à 53% de la population. Donc on ne peut pas parler de développement en mettant ou en tenant à l'écart les 53%. Il y a également les jeunes, l'accès des jeunes au marché du travail et à l'emploi. Quant aux jeunes, ils constituent 65% de la population. Donc quand vous mettez à l'écart les femmes, quand vous mettez à l'écart les jeunes, il reste quoi? C'est terminé. Donc il y a les jeunes. Je voudrais que pour les 66 années, ou bien 34 ans, comme vous le dites, voilà, pour célébrer le centenaire,
que nous puissions vraiment conquérir de haute lutte cette indépendance économique. Je fais le vœu que notre sous-région soit une sous-région intégrée. Nous n'avions pas parlé de la nouvelle monnaie, l'éco, nous n'avons pas parlé de l'intégration régionale. Suivi quand même sur Matin de télévision, vous nous avez accordé cette interview. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne, l'intégration économique, parce que nous sommes petits et faibles par rapport aux grands États. Et ce phénomène de globalisation, de mondialisation, nous pousse à voir le monde autrement. Les Européens l'ont compris, l'Union européenne. Mais les Africains n'ont pas encore compris les contours sémantiques, théoriques, idéologiques de l'intégration. Nous n'avions pas le choix. Si on ne s'intègre pas, nous serons toujours dominés par les puissances étrangères. C'est l'union qui fait la force. C'est ce que l'adage populaire nous enseigne. Donc nous devons nous unir, mais pas nous unir dans le désordre. Il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois. Et c'est ce à quoi nous appelle l'intégration régionale. Et enfin, que nous puissions vraiment conquérir aussi notre indépendance mentale. C'est très important. Et vous parlez également de spirituel. Et aussi, bien sûr, puisque c'est l'esprit qui crée la matière, notre indépendance spirituelle. Alors, en un siècle, si on arrive à le faire, ce sera formidable. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Un État, 66 ans, c'est petit, mais c'est en même temps beaucoup. Et un État, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir. Et donc, dans le cadre de cette célébration, nous remémorer, pour résumer, nous remémorer le passé en rendant un vibrant hommage aux bâtisseurs de cette nation, nous poser des questions utiles, existentielles, légitimes. Quel Bénin voulons-nous laisser aux générations futures et savoir que chaque acte que nous posons aujourd'hui, nous allons en récolter les fruits demain et pouvoir donc nous projeter sur l'avenir. Non seulement l'avenir du Bénin, mais aussi l'avenir de la sous-région. Parce que nous ne pourrons pas vivre en autarcie, nous ne pourrons pas vivre repliés sur nous-mêmes. Et l'avenir grandiose de l'Afrique, notre chère Afrique, notre terre Afrique, c'est important. Voilà, merci beaucoup à vous, Moïse Kiando Kérékou, ça passe vite, mais nous aurons d'autres occasions avec votre disponibilité, bien évidemment. Mais je voudrais vous laisser quand même dire votre mot de fin à l'endroit de tous ces téléspectateurs, de ces Béninois qui vous regardent. Je voudrais dire aux Béninois d'être confiants. Nous avions déjà vaincu la fatalité en 1990. Le pire est donc derrière nous. À chaque célébration de la fête du 1er août, nous devons considérer que nous sommes en train de tourner une page sur laquelle nous avions écrit ou nous écrivons tous les jours l'histoire de notre pays. Donc, depuis le 1er août, nous sommes sur une nouvelle page blanche. Nous devons donc tout faire pour que sur cette nouvelle page, ou ces nouvelles pages que nous allons écrire, que lorsque nous allons faire le point, le bilan ou le solde, le 1er août 2027, c'est ça? Tout à fait, à venir. Voilà, qu'il y ait moins de ratures, et qu'il y ait moins d'erreurs, et qu'il y ait moins de fautes de conjugaison et de grammaire. Et donc, pour cela, nous devons faire preuve de vigilance. Nous devons faire preuve de compétence. Nous devons faire preuve également d'ouverture d'esprit, parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous avions besoin de toutes les filles et de tous les fils de ce pays, aussi bien les nationaux que de la diaspora,
aussi bien ceux qui sont au pays que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont contraints de vivre à l'étranger pour pouvoir écrire ensemble et participer ensemble au destin national. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Moïse Kiando Kérékou. Vous êtes acteur politique, responsable de parti. En tout cas, mouvement qui se transforme bientôt en parti politique. Merci pour ces discussions bien nourries. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis à la faveur de ce numéro de votre émission Matin les Politiques. Donc, vous avez écouté notre invité d'aujourd'hui sur les questions sur lesquelles nous avons sollicité justement son opinion. On va se retrouver très incessamment sur Matin les Télévisions et surtout rester connectés car le meilleur reste à venir. À bientôt.